Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Manon, bonjour Bastien. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre participation donc à ce quatrième et dernier webinaire de la semaine USA dédié cet après-midi aux industries du futur aux États-Unis. On va voir ensemble quelles sont les opportunités pour vous, société bretonne. Vous allez voir, enfin vous le savez déjà, mais l'industrie mécanique américaine a pris un virage numérique et a investi dans les outils de production, dans les équipements connectés, robotisés, permettant ainsi une virtualisation en temps réel de l'unité de production, enfin des unités de production, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Donc, on va pas tout balayer cet après-midi, évidemment. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On va faire des points pragmatiques et synthétiques sur les opportunités qui s'ouvrent à vous. En première partie, Manon prendra la parole pour nous parler pour nous exposer un panorama général de l'industrie 4.0 aux États-Unis et quel est ce contexte 4.0 pour l'industrie, pour les industries. Et en deuxième partie, on va illustrer cette industrie 4.0 avec Bastien au travers du secteur agroalimentaire. Donc évidemment, je vais les laisser parler plus amplement et plus en détail chacun de leurs parties, mais voilà le déroulement de ce webinaire pour cet après-midi. Alors, un petit point sur le fonctionnement. Comme d'habitude, ce webinaire se veut interactif, donc n'hésitez pas à prendre la parole au fur et à mesure des différentes présentations que feront Manon et Bastien. C'est un moment pour vous privilégier, pour poser vos questions, exposer vos problématiques, partager votre expérience aussi. Vous avez en face de vous deux experts qui peuvent répondre en direct à vos questions, donc surtout, n'hésitez pas. Ce webinaire, c'est le vôtre. Vous pouvez poser vos questions soit par écrit avec le petit module questions-réponses, soit en prenant la parole. Pour ça, c'est très facile. Vous levez la main comme à l'école et puis j'active vos micros. C'est plus sympa et plus vivant, plus facile souvent de s'exprimer de vive voix. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire vos questions ou à prendre la parole oralement. Le webinaire va être enregistré. Le podcast sera disponible d'ici 15 jours, je pense, sur la plateforme BCI Info. En ce qui concerne la prise de notes, pas de stress, pas de panique. Comme d'habitude, je vous enverrai un lien qui vous donnera accès donc, à cette présentation de cet après-midi au format PDF. Donc, vous allez retrouver toutes les différentes diapos de cet après-midi sur la présentation sur BCI Info. Je vais vous présenter nos intervenants donc, de cet après-midi, donc en partenariat pour ce quatrième webinaire avec Business France, avec Manon tout d'abord, qui est basée à Houston, qui est chef du pôle équipement industriel, énergie et environnement. Bonjour Manon. Bonjour Karen, bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et notre deuxième intervenant, donc Bastien, qui est lui basé à San Francisco et qui est chef de pôle innovation et équipement agrotech. Bonjour à tous. Bonjour Bastien, merci à toi aussi pour ta disponibilité et puis le partage de ton expertise cet après-midi. Avec plaisir. Alors, comme le veut la tradition, je vais lancer la petite vidéo de présentation de BCI. Ça dure 4 minutes à peine. Donc, je vous remercie par avance pour votre attention. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export par la sensibilisation et l'information, avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarchés, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers,
dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde liée au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Alors, dans cette petite vidéo, vous avez entendu, on vous parle de l'Open de l'International. Vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas le 5 juillet prochain pour l'Open Online 2021. Évidemment, on ne peut pas le faire en présentiel. Donc, comme l'année dernière, on va vous proposer un Open Online un peu différent de la version 2020 dans la mesure où, en plus des rendez-vous B2B, cette année, on va vous proposer comme du temps jadis où on faisait l'Open en présentiel, on va vous proposer de nombreux ateliers thématiques, focus pays, table ronde, en plus donc des opportunités de rendez-vous B2B que vous pourrez avoir et auxquels vous pourrez vous inscrire. Vous recevrez le petit mail d'invitation pour vous inscrire d'ici quelques temps, mais vous pouvez donc d'ores et déjà noter dans vos agendas le lundi 5 juillet pour cette Open Online 2021. Je ne m'attarde pas sur cette diapo, ça reprend tous les différents supports et les livrables que vous pouvez trouver sur BCI Info. Donc, c'est sur cette plateforme BCI Info, sur notre site web, que vous allez retrouver la présentation de cet après-midi. Encore une fois, je vous enverrai le lien pour vous guider et puis la retrouver facilement. Je vais laisser la parole à Manon. On va rentrer directement dans le vif du sujet et puis voir donc comment les mutations de cette industrie 4.0 interagissent sur les différents secteurs de l'industrie aux États-Unis, quels sont les besoins et les enjeux que cette mutation génère. Merci beaucoup, Karen. En effet, donc bonjour à tous. Manon Chapa à l'Arcon. Donc, je suis, comme l'a exprimé Karen tout à l'heure, chef de pôle pour les sujets donc équipement industriel, énergie et environnement.
des sujets très vastes sur un territoire très vaste, hein, les États-Unis et le Canada. Donc, je ne suis pas seule sur le sujet. Je m'appuie sur une équipe de 5 collaborateurs qui sont répartis entre Montréal, Toronto et Chicago, et dont notamment 2 personnes dédiées au sujet industriel et industrie 4.0. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit panorama de l'industrie aux États-Unis et de l'industrie 4.0 plus précisément. En préambule, je vous parlerai rapidement donc de qu'est-ce que l'industrie 4.0 hein, pour qu'on soit tous bien au même niveau en matière des termes. Et puis ensuite, on évoquera le sujet de la crise du Covid-19 et a-t-elle été donc un accélérateur ou un frein à cette transformation digitale? Et puis pour finir, je vous énoncerai quelques technologies qui sortent leur épingle du jeu. Et enfin, je laisserai la parole à Bastien pour l'industrie agroalimentaire qui d'ailleurs, petit teasing, fait partie de ces industries qui ont bien sorti leur épingle du jeu. Slide suivante, s'il te plaît, Karen. Slide suivante encore une fois. Oui, parfait. Donc, pour commencer, juste un petit constat que je trouve toujours assez amusant. 55% des dirigeants français ne savent pas forcément donner spontanément une réponse à la question qu'entend-on par industrie 4.0. Mais alors, je vous rassure, même s'ils ne savent pas forcément donner de réponse à cette question, ils mènent quasiment tous déjà des projets dans ce domaine. Donc, c'est ce qui est assez intéressant sur l'univers de l'industrie 4.0, c'est qu'il n'est pas forcément connu alors qu'il est pratiqué. Slide suivante. Merci. Donc, juste pour un petit rappel sur qu'est-ce qu'est l'industrie 4.0, c'est un concept qui n'est pas nouveau, hein. Il date de 2011. C'est un concept qui vient d'Allemagne et qui avait pour but à l'origine donc de relocaliser la production dans les économies qui sont dites matures. Donc, l'intérêt est vraiment de faire converger tout ce qui est hardware, donc les machines, les robots, les différents objets qui vont composer l'usine, et tout ce qui est software, donc les différents logiciels, et faire converger tout cela dans l'usine, avec énormément d'avantages, bien sûr, qu'on énoncera plus tard. Donc, je disais que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui connaît un nouvel essor pour plusieurs raisons. Déjà, la somme des données échangées actuellement, mais aussi en fait la baisse du prix de certaines technologies qui coûtaient quand même très cher il y a 10 ans quand le concept est né, et aussi la capacité de communication qui est désormais accrue avec tout ce qui est électronique et logiciel. Et donc le but final est bien évidemment toujours d'optimiser l'existant. Slide suivante. Donc juste un petit rappel des différentes technologies que l'on comprend quand on parle d'industrie 4.0 hein, ou parfois de quatrième révolution industrielle. Vous avez notamment donc, tout ce qui est technologie cloud et cybersécurité. Donc, c'est vraiment l'ensemble des technologies, des protocoles et des meilleures pratiques qui vont protéger tout l'environnement informatique dans le cloud. Et donc, les applications qui fonctionnent dans ce cloud et les données qui y sont stockées. Vous avez les technologies blockchain également, dont il me semble Bastien va vous parler un petit peu plus tard. Alors, les technologies blockchain, c'est vraiment une base de données qui vont être distribuées sur le réseau par bloc, hein, d'où le nom blockchain. Hein, c'est vraiment une chaîne de blocs et non plus des informations qui avant étaient plutôt concentrées de manière épicentrique. Donc, on va généralement assimiler ce réseau à un espèce de grand livre de compte dans lequel on va enregistrer toutes les données et toutes les transactions échangées au sein de l'entreprise, mais également avec son environnement externe. Donc, c'est aussi ça qui est très important, c'est la connexion de l'entreprise avec son environnement externe. On va avoir aussi toutes les technologies de réalité augmentée. Donc, ça va être donc, tout ce qui est lunettes 3D, réalité, les grosses lunettes virtuelles que l'on peut voir également, par exemple, désormais dans le monde commun, hein, avec tout ce qui est jeux vidéo. C'est aussi appliqué au monde de l'entreprise. C'est des techniques qui vont permettre en fait une représentation numérique en temps réel, donc soit du produit, soit de l'environnement de production.
On va avoir également tout ce qui est production additive, matériaux et processus innovants. Donc, ça va être par exemple tout ce qui est impression 3D, qui permet de gagner énormément de temps sur la chaîne de production. On retrouve également donc, tout ce qui est outils de simulation avancée. Donc, ça va être tout ce qui est conception assistée par ordinateur, tout ce qui est implémentation des lois de comportement, l'automatisation des calculs, etc. On a aussi donc l'intégration qu'on appelle verticale et l'intégration horizontale. Donc l'intégration horizontale, elle va avoir pour but que l'entreprise réussisse à mieux contrôler son réseau d'approvisionnement et de distribution. Et l'intégration verticale, elle, va avoir pour but notamment de réaliser des économies d'échelle en intégrant les différents niveaux de l'entreprise dans la filière de production. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est technologie donc de big data et d'intelligence artificielle. Elles sont souvent regroupées puisque donc l'intelligence artificielle, ça va être tout ce qui est programme informatique assez complexe qui vont avoir pour but de simuler des traits d'intelligence humaine, tout ce qui est raisonnement, apprentissage. Et le big data va être tout ce qu'on appelle données connectées en masse. Et souvent, l'intelligence artificielle est vraiment indispensable pour traiter toutes ces données de big data. Donc, c'est pour ça qu'elles sont regroupées. Ensuite, vous allez avoir donc tout ce qui est Internet industriel des objets et production des données. Donc là, qui ont vraiment pour but d'interconnecter au sein d'architecture géodistribuée, tout ce qui va être capteurs, équipements industriels intelligents, systèmes informatiques. Et pour finir, vous allez avoir tout ce qui est robots collaboratifs et smart machines, qui sont généralement des choses assez intéressantes à voir pour le public, puisque voilà, on pense souvent aux robots dans l'usine. Ce n'est pas forcément un remplacement des forces de travail, mais parfois on en parlera après. Ça peut être un fort élément de sécurité et aussi d'ergonomie sur les postes de travail. Slide suivante. Donc, juste pour vous faire un petit rappel de quelques chiffres de l'industrie manufacturière aux États-Unis au global. L'industrie manufacturière aux États-Unis, c'est 12 millions d'emplois. Alors, ce qui paraît énorme à l'échelle française, évidemment, mais on est sur un pays de 350 millions d'habitants. Ça représente tout de même 8,5% de l'emploi du pays. Et on compte à peu près 250 000 entreprises manufacturières. Ce qui est très intéressant de souligner, c'est que l'activité manufacturière des États-Unis, alors à février, je dirais que voilà, l'info date de février, elle avait atteint son plus haut niveau en près de 18 mois, avec des taux de commande qui augmentaient énormément, malgré des taux très forts d'infection du Covid-19. Slide suivante. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de l'industrie 4.0 aux États-Unis, je vous ai mis également quelques chiffres représentatifs sur cette slide. 55% des entreprises nord-américaines ont déjà adopté des solutions d'analyse du big data afin d'améliorer notamment leur efficacité opérationnelle. Les États-Unis, c'est le 4e marché du robot industriel au monde. Après la Chine, le Japon et la Corée, avec notamment 33 000 installations de robots industriels au cours de l'année 2017. Et enfin, on a 84% des industriels américains qui déclarent souhaiter augmenter leur connectivité dans l'usine au cours des 2 prochaines années. Donc, on est vraiment sur un marché qui est en forte croissance. Pour vous donner un indicatif, en 2019, il était estimé à 71 milliards de dollars et d'ici 2024, on estime qu'il devrait atteindre les 156 milliards de dollars. Donc, on est vraiment sur un secteur qui est en plein boom, avec une attitude très positive des industriels américains quant à l'implémentation des solutions d'industrie 4.0 sur leur site de production. Ils ont vraiment bien compris le retour sur investissement que cela peut représenter. Slide suivante.
Donc, je voulais vous parler rapidement des grands bénéfices des solutions d'industrie 4.0 pour les industriels. Le premier va être évidemment la productivité, grâce à, par exemple, tout ce qui va être automatisation. On va pouvoir avoir un temps de production qui va être réduit et surtout une meilleure utilisation des ressources et de l'inventaire. On va avoir également comme grand bénéfice la flexibilité, avec par exemple donc des machines et des robots qui vont pouvoir exécuter des étapes de production pour une gamme de produits assez large. On a également forcément un gain de qualité grâce notamment aux capteurs intelligents qui par exemple vont pouvoir monitorer la production en temps réel et vont pouvoir intervenir assez rapidement en cas d'erreur, de soucis de qualité, ce qui évite aussi notamment de perdre une bonne partie de la production en pouvant l'interrompre en temps voulu. On a également un gain de rapidité. L'idée d'un produit fini plus rapidement, puisqu'on a par exemple une transmission de la data tout au long de la chaîne. La rapidité va être aussi, par exemple, augmentée grâce à des solutions d'impression 3D qui vont permettre d'imprimer beaucoup plus rapidement sur le produit. Et puis, on a bien évidemment d'autres bénéfices annexes, comme la sécurité via l'automatisation également, l'amélioration des conditions de travail. J'ai cité l'ergonomie tout à l'heure. Souvent, on a des pauses très prolongées pour les opérateurs. Donc, on peut retrouver parfois des bras articulés qui permettent de maintenir une pièce en place pour un temps prolongé et donc vont faciliter le travail de l'opérateur. On va avoir également donc des bénéfices de tout ce qui va être collaboration et formation, encore une fois grâce à la disponibilité du data sur toute la chaîne de production. Également forcément des bénéfices de protection de l'environnement, donc via une meilleure optimisation des ressources utilisées pour la production. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est innovation et avec l'intégration des nouvelles technologies. Donc ça, c'est vraiment des bénéfices tout secteur. Slide suivante. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous citer cet extrait donc, de l'étude McKinsey concernant donc l'impact du Covid sur l'industrie 4.0 aux États-Unis. Donc en 2020, l'industrie 4.0, elle a fait face bien évidemment à son plus grand test à ce jour. On a eu une crise sanitaire et économique qui a été la plus grande de l'histoire récente et la plus grande connue par l'industrie manufacturière depuis cette 4e révolution industrielle. Donc les entreprises, quel que soit le secteur, elles ont été confrontées à énormément de contraintes et elles ont dû prendre des mesures extraordinaires, ne serait-ce que pour protéger le personnel qui devait se rendre sur les sites de production, mais aussi pour maintenir donc les activités. Donc, on a eu d'autres challenges, bien évidemment, donc les pénuries de main-d'œuvre, pour certaines des pénuries de matières premières et surtout un manque de visibilité sur l'avenir. En conclusion de cette slide, ce que je pourrais juste vous dire, c'est que j'ai choisi de partager avec vous cet extrait vraiment pour vous montrer que l'impact de la pandémie a été très contrasté d'un secteur à l'autre et même d'une entreprise à une autre. Donc, c'est vraiment important de le noter. Slide suivante. Donc, ce qu'on a pu voir à court terme, c'est tout d'abord un petit peu une réaction des entreprises qu'on appelle souvent fight or flight en anglais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On a un truc énorme qui est en train de se passer sur notre entreprise, des fortes perturbations dans notre production. Instantanément, en général, c'est un petit peu la panique. Donc, on a eu une forte baisse des commandes pour tout ce qui était technologie, puisque forcément, on reste quand même sur des technologies à fort coût. Et les entreprises qui étaient très impactées avaient un fort besoin de réfléchir très intelligemment sur les besoins et décisions d'investissement qu'ils allaient devoir faire à court et moyen terme suivant la pandémie, mais également un fort besoin de sécuriser tout ce qui allait être trésorerie.
Donc, on a eu un petit arrêt, alors pas un arrêt complet, hein, mais sur ce qui est mars, avril, mai, où on a eu, je dirais, complètement un courant de panique de la part des industriels. Mais c'est quelque chose qui n'a pas duré, puisque les entreprises ont vite compris que l'optimisation de leur processus de production, ça allait être vraiment des éléments clés dans la reprise et notamment que toutes les solutions d'industrie 4.0 ont également des gros bénéfices en termes de réduction des coûts, alors à différents, à court, moyen ou long terme en fonction des technologies, donc forcément sur celles qui allaient leur proposer des réductions des coûts à court terme. Et ils se sont également rendus compte que l'adoption de ces technologies était vraiment une variable stratégique dans l'accroissement de la productivité pour la reprise post-Covid. Donc, on a eu, par exemple, lors d'une étude McKinsey, a ressorti très récemment que 93% des industriels prévoient vraiment de se concentrer très prochainement, par exemple, sur la résilience de leur chaîne d'approvisionnement. Et 90% prévoient d'investir dans tout ce qui est projet de numérisation. On a également 39% des entreprises qui ont mis en place une approche de centre névralgique au cours du début de la crise Covid, plutôt en mode tour de contrôle, afin de leur donner une meilleure visibilité de la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir vraiment voir de bout en bout ce qui allait se passer pour eux et quelles étaient les décisions à prendre en cas de pénurie donc de matières premières, de main-d'œuvre, pour pouvoir avoir une réponse suffisamment rapide. Slide suivante. Donc, la vraie question, c'est est-ce que ces technologies de la 4e révolution industrielle, elles ont bien aidé les entreprises dans leurs efforts? Alors, j'ai 3 réponses à vous procurer dans la slide suivante. La première, alors il y a une petite animation. Ah, c'est bon, merci. Non. Ouais, c'est ça, le texte apparaît à la suite. Donc, on a eu premièrement forcément une forte victoire pour les entreprises qui avaient déjà mis à l'échelle toutes ces technologies numériques qui ont pu être vraiment très flexibles dans leur réponse à la pandémie. On a eu une prise de conscience pour les entreprises qui étaient encore en phase d'évolution. Et on a eu un véritable signal d'alarme pour les entreprises qui n'avaient pas commencé leur voyage dans l'industrie 4.0. En conclusion, je voulais juste vous montrer quelques exemples donc, de technologies qui sont en train d'énormément, de technologies, non, de thématiques qui sont en train de fortement se détacher suite à la crise Covid. On va avoir dans un premier temps toutes les technologies qui vont permettre de résoudre les problèmes de prévision. Donc, qui vont être indispensables pour gérer tout ce qui est perturbations comme celle de la pandémie. Il faut vraiment souligner le fait que voilà, les événements de 2020 ont été un vrai avertissement pour les entreprises pour développer des meilleurs systèmes donc, de navigation dans les perturbations, comme celles que nous traversons actuellement, et que la visibilité, c'est vraiment susceptible de devenir donc, une capacité critique pour les fabricants dans les mois et dans les années à venir. Donc, l'endroit où cette visibilité devra être augmentée va vraiment dépendre de la façon dont l'entreprise vend la pandémie. Et pour cela, beaucoup de technologies numériques vont pouvoir être des catalyseurs importants. Mais c'est vraiment du cas par cas, pour le coup, tout ce qui va être technologie de prévision des interruptions. Ensuite, on va avoir tout ce qui concerne les jumeaux numériques. Donc, les jumeaux numériques, dans leur forme la plus simple, c'est vraiment une représentation ou un plan d'une chose physique de manière numérique. Donc, ça peut être tout simplement un seul produit, un seul composant ou même le site de production dans son entièreté. Ça va vraiment servir à l'entreprise à naviguer donc virtuellement sur ce produit, ce site de production, ce process.
et donc vous vous en doutez, à éviter parfois toute interaction physique avec l'environnement, ce qui peut être un atout considérable dans le cadre d'une pandémie où les opérateurs ne peuvent pas forcément être toujours présents sur site. La troisième thématique qui va vraiment se détacher, ça va être donc tout ce qui est solution de réseau d'approvisionnement. On a constaté que les fabricants avaient besoin d'élargir leurs options afin de pouvoir un petit peu en fait réduire leur exposition au commerce et aux autres perturbations. Donc, les fabricants vont avoir besoin d'une visibilité sur où et quand la production mondiale va se recalibrer. Et pour cela, on a des tas de solutions numériques qui vont pouvoir accroître leur visibilité sur ce réseau d'approvisionnement. Par exemple, lors des premiers jours de la pandémie, on a pu voir de nombreux fabricants qui ont créé des sortes de salles de guerre, entre guillemets, en réunissant donc les planificateurs de l'offre et les planificateurs de la demande pour partager manuellement les mises à jour en temps réel, donc de leur point de vue respectif. Désormais, le but, évidemment, c'est d'automatiser tout ça et de ne pas avoir à créer ce genre de salle de guerre. Et pour cela, on a tout un processus, par exemple, de réseau d'approvisionnement numérique qui va permettre donc une compréhension en temps réel de ce réseau assez complexe, hein, qui pourrait être mis en place dans énormément d'entreprises du secteur manufacturier. Et pour finir, je dirais que la quatrième thématique qui se détache énormément, ça va être tout ce qui est solution agile pour les travailleurs. Évidemment, on l'a cité juste avant, on a des opérateurs qui peuvent parfois ne pas se déplacer sur site ou qui vont être parfois malades. Donc, on a fait face à de fortes pénuries de main-d'œuvre. Donc, l'idée là, c'est vraiment d'avoir des solutions qui vont permettre de réorganiser le travail, la main-d'œuvre et le lieu de travail afin de gérer tout ce qui va être perturbation et incertitude. Et on a une étude de l'Institut Deloitte qui est sortie récemment, qui a interrogé des cadres dans le secteur manufacturier et 61% ont prévu donc de développer par exemple un modèle hybride pour leur processus de production au cours des 3 prochaines années pour pouvoir apporter de la flexibilité. En slide suivante, du coup, je voulais vous parler juste rapidement donc, de 3 solutions qui sont en plein essor du fait de ces thématiques qui se détachent suite et en cours de crise Covid-19. On va avoir la cobotique. Donc, ce sont ces robots collaboratifs. Je vous parlais tout à l'heure de bras articulés, par exemple, qui peuvent faciliter l'ergonomie du poste de travail pour les opérateurs. Donc ça, c'est une technologie qui est en forte expansion aux États-Unis, pardon. On a tout ce qui est impression 3D dans la catégorie fabrication additive. Et puis, tout ce qui est automatisation, bien évidemment, qui est également un secteur en plein essor. Pour finir, je voulais vous parler rapidement du programme d'accélération French Fab Booster North America, qui est organisé donc par moi-même et mon équipe, qui est un programme donc dédié à l'industrie 4.0 aux États-Unis, avec pour but de permettre aux entreprises françaises de rencontrer les grands donneurs d'ordre nord-américains de ces secteurs-là. On est sur la 5e édition du programme. Vous pouvez voir la typologie des donneurs d'ordre qui sont rencontrés. Donc, on a des secteurs très divers. On a Chevron, Caterpillar, Linamar, Bombardier dans l'aéronautique, par exemple. Et donc, on propose aux entreprises françaises de choisir le secteur qu'elles souhaitent targeter parmi les secteurs proposés. Donc, l'aéronautique, l'agroalimentaire, tout ce qui est équipement industriel classique et hydrocarbures, et enfin la logistique. Donc, c'est un programme qui se déroulera en fin d'année, du 26 octobre au 5 novembre, avec pour but d'être un programme hybride. On espère grandement pouvoir se déplacer en Amérique du Nord d'ici là, puisque c'est un programme qui aura lieu sur 4 villes, Houston, Chicago, Toronto et Montréal.
avec pour but ultime, donc en plus de pitcher aux grands donneurs d'ordre, de pouvoir avoir une visibilité des sites de production, parce que c'est toujours très important pour les entreprises de l'industrie 4.0 de pouvoir voir les sites de production de leurs prospects potentiels. Et d'ailleurs, justement, on travaille sur ce programme main dans la main avec Bastien et ses équipes sur la verticale agroalimentaire. Et il me semble que c'est du coup une très bonne transition pour laisser la parole à Bastien. J'ai une question, Manon, au Ah, sujet de cet événement-là. Comment il se déroule concrètement? Quel est le process d'inscription si certaines de nos entreprises sont intéressées? oui, Est-ce que le recrutement a déjà commencé? Enfin, tu peux en dire un petit peu plus sur oui, l'organisation? oui, bien sûr. Donc, le recrutement vient tout juste de commencer, puisque le but, c'est en amont de l'opération, donc soit du roadshow sur place si les conditions sanitaires le permettent, soit du roadshow virtuel si on ne peut pas se déplacer. Le but, c'est quand même d'apporter tout un volet de coaching aux entreprises qui se déroulera au mois de juin. On le voit, pitcher aux entreprises nord-américaines, c'est pas forcément la même chose que de pitcher aux entreprises européennes ou même aux entreprises de la zone Asie. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir coacher déjà les entreprises dans un premier temps. Donc, inscription ouverte à partir de maintenant. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez la plaquette complète avec toutes les informations ou même si vous voulez qu'on discute en one-on-one des contenus du programme. Ensuite, voilà, une session de coaching online au mois de juin avec notamment nos partenaires et nos coachs agréés. Et puis ensuite, donc un roadshow, soit en physique si on le peut, on l'espère, soit en virtuel du 26 octobre au 5 novembre. Et puis là, donc la nouveauté par rapport aux autres années, c'est qu'il est tout à fait possible aux entreprises de ne choisir que un ou deux secteurs. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'est peut-être pas intéressée par le secteur de la logistique, parce qu'elle ne voit pas sa technologie s'appliquer à ce secteur-là, n'est pas obligée de le choisir. Elle peut choisir uniquement l'industrie agroalimentaire et l'industrie des hydrocarbures si elle le souhaite. Le but, c'est aussi de proposer aux entreprises de tester de nouveaux secteurs. On s'est rendu compte au cours de l'année dernière que beaucoup d'entreprises de l'industrie 4.0 avaient des technologies qui étaient en fait applicables à de multiples secteurs d'activité qu'elles ne connaissaient pas forcément et que lors de la crise du Covid, elles ont eu, comme certains secteurs industriels ont énormément souffert, elles ont eu une baisse très forte des commandes sur certains secteurs. Et du coup, la diversification est pour nous un très bon moyen de permettre aux entreprises de se relancer. Voilà, donc c'est vraiment aussi dans une démarche de relance des entreprises de l'industrie 4.0. Quel est le coût de participation à ce French Lab? Alors, le coût de participation dépend des verticales choisies. On est en train de retravailler le prix avec nos partenaires, puisque le but, c'est pour nous de proposer un prix le plus attractif possible. Comme on est sur un roadshow sur 4 villes, on est en train d'essayer de faire baisser le prix via des partenariats. Donc, le prix devrait être disponible d'ici 2 semaines pour un prix ferme. Pour l'instant, on partait sur une base de 6 000 euros. Mais le but, là, c'est bien évidemment de faire baisser le prix grâce à nos partenaires pour qu'un maximum d'entreprises puissent y avoir accès. Ce qui est important de souligner, c'est que c'est un programme qui est éligible au chèque relance export Ok, et aux mais différentes aides régionales complémentaires. dans le principe, en fait, donc les entreprises bretonnes candidatent avec un Oui, company profile, je suppose. Ensuite, elles sont retenues ou pas. Et c'est ensuite, ça. il y a des business meetings avec les donneurs d'ordre que vous aurez, enfin, avec lesquels vous êtes en partenariat, c'est ça? Voilà, c'est ça. On a toujours une présélection via un jury avec quelques donneurs d'ordre donc, qui participent historiquement au programme. C'est un moyen aussi pour nous de nous assurer que les technologies qui sont présentées sont bien pertinentes pour les donneurs d'ordre participants et de ne pas avoir une entreprise qui s'inscrive et dont la technologie ne serait pas porteuse pour les entreprises côté Amérique qui participent.
Ce que je te propose, Manon, c'est que tu m'envoies la plaquette. Comme ça, je mettrai un Ouais, lien directement sur la présentation. Ça élargira un petit peu le spectre de prospection et puis ça pourra intéresser avec grand plusieurs plaisir. entreprises. Donc, je vais rajouter ça à la présentation. Oups, je vais trop vite. On va attaquer la deuxième partie, à moins qu'il y ait des questions par rapport à tout ce que vient de dire Manon. Alors, il y a Annie qui lève la main. Je vais donner la parole à Annie. Annie, tu peux activer ton micro. Normalement, tu as la main. C'est bon. C'est Annie bon. Est-ce que Berthelot, là, c'est bon? c'est bon, C'est on bon. t'entend. Voilà, vous m'entendez. Donc, je suis Annie Berthelot, je suis chargée d'affaires au sein de BCI sur le secteur de l'industrie. Donc, j'ai vu que vous aviez parlé d'impression 3D, d'additive manufacturing. Quels sont les secteurs aujourd'hui qui sont les plus demandeurs de ce type de technologie sur le marché américain? Alors, je pense que d'ailleurs, Bastien va peut-être en parler juste après. Nous, les industries qu'on voit se détacher très fortement actuellement, c'est notamment l'industrie agroalimentaire, tout ce qui est industrie du packaging, les industries pharmaceutiques. Et puis, la raison aussi pour laquelle on a intégré donc, la logistique et les hydrocarbures à notre programme French Fab, c'est parce que c'est des industries qui sont également en forte demande. La logistique, bien sûr, vous vous en doutez, est une industrie qui a bien tiré son épingle du jeu de la crise du Covid-19. Et l'industrie des hydrocarbures, ça peut paraître surprenant. On a eu quand même un fort choc pétrolier en mars, mais c'est une industrie qui a su très bien rebondir et qui est en pleine transition et mutation, qui passe un petit peu donc plus maintenant. Il me semble que les groupes des hydrocarbures se sont rebaptisés groupes énergétiques. Donc, on a aussi voilà, une industrie qui est en forte transition et qui a de grands besoins également. Donc, voilà, je dirais tout ce qui est industrie agroalimentaire, packaging, industrie pharmaceutique, logistique et puis tout ce qui est industrie énergétique aussi sont les 5 qui tirent bien leur épingle du jeu. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux couper ton micro, Annie, ou je te laisse le désactiver pour Après, j'avais éviter une autre petite question sur plus justement l'aspect aéronautique, parce qu'on voit bien que bon, c'est une industrie qui est quand même plongée enfin, dans des méandres et des difficultés pour plusieurs années. Donc effectivement, bah, parfois c'est les moments où il faut se repréparer. Donc là aussi, il y a une demande forte, malgré les difficultés financières, je dirais, auxquelles sont confrontées ces industries. Est-ce qu'il y a un investissement fort aussi de leur part sur bah, toutes les technologies 4.0? Oui, alors c'est une très bonne question. En effet, c'est pareil, c'est une industrie qui a énormément souffert au début de la crise Covid hein, et qui souffre toujours sur certains niveaux. Mais nous, ce qu'on a remarqué depuis le début d'année, c'est qu'on a une reprise qui commence à être très intense au niveau de l'industrie aéronautique et qui fait vraiment partie de ces industries qui se rendent compte aujourd'hui que le virage de l'industrie 4.0 qu'elles avaient commencé à prendre a besoin de s'intensifier pour leur survie. Donc nous, les signaux sont plutôt bons en ce début d'année pour l'industrie aéronautique et c'est d'ailleurs pour cela qu'on l'a intégré également. Ouais. OK, merci. Est-ce Avec qu'il y a, plaisir. est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participants? N'hésitez pas, hein, encore une fois, je peux activer très facilement vos micros ou bien sinon écrivez-nous vos questions. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer à la deuxième partie et puis de laisser la parole à Bastien. Merci Karen, merci Manon, super présentation. Donc Bastien Doll, je suis basé à San Francisco et responsable du pôle innovation et équipement agrotech. Donc je vais mettre la caméra, mais je la couperai peut-être en cours de route si jamais la connexion n'est pas bonne, aussi invraisemblable que cela puisse paraître au cœur de la Silicon Valley, la connexion n'est pas si bonne. Donc je vais la laisser pour l'instant et si j'ai des problèmes, je la couperai. Je m'appuie sur une équipe aussi de 5 personnes réparties à travers le continent, des 2 côtés de la frontière canadienne et américaine, San Francisco, Chicago et Montréal. On couvre des sujets divers et variés, sur tout ce qui est équipement agroalimentaire, mais aussi tout ce qui est agtech, foodtech. Donc c'est des mots que vous avez sans doute entendu déjà parler. Les États-Unis sont vraiment leaders dans ces domaines-là.
que ce soit dans l'investissement, dans la recherche ou même dans la mise en place de nouvelles solutions. Et donc, mon équipe, on s'occupe justement d'accompagner les entreprises françaises qui présentent des innovations, des nouvelles technologies sur le marché américain à la rencontre d'investisseurs, de partenaires ou même de clients finaux. Aujourd'hui, donc, on m'a demandé de parler un peu plus de l'industrie agroalimentaire 4.0. Donc, pour poursuivre ce qu'avait dit Manon, c'est un terme qui désigne le prochain stade de développement dans l'organisation et la gestion de la valeur de l'industrie manufacturière agroalimentaire. Là où vraiment l'automatisation va se combiner avec les réseaux, les systèmes d'informatique type IoT, Internet of Things, les clouds, etc., hein, tout ce que nous a présenté Manon, avec pour objectif d'améliorer la rentabilité et l'efficacité des opérations. Donc, c'est une présentation en 3 étapes. La première, je reviendrai un peu sur sur cette révolution industrielle, hein. Pourquoi la 4e? La deuxième étape, ça sera de rentrer un peu plus dans les détails des smart factories, ce qui va nous intéresser beaucoup et ce qu'on retrouve beaucoup en agroalimentaire. Et ensuite, c'est d'essayer de tirer un peu les bénéfices pour l'industrie agroalimentaire de cette nouvelle révolution industrielle. Donc, si on peut passer à la slide d'après. Voilà, donc 4e révolution industrielle. Elle est aussi connue aux États-Unis sous la dénomination Internet of Everything ou Smart Manufacturing. Tout simplement, si on repart du début, l'industrie 1.0, elle est apparue grâce à la production mécanisée qui était liée au travail grâce à la vapeur. Ensuite, on a eu l'industrie 2.0 qui a démarré avec la production de masse, grâce notamment à l'apparition de l'électricité et à la rationalisation de l'organisation du travail, hein, le toyotisme, entre autres. Et l'industrie 3.0, dans laquelle nous sommes actuellement encore et qui en passe d'être remplacée par l'industrie 4.0, qui, elle, a vu le jour avec l'arrivée de l'informatique dans les processus de production, avec des machines et des robots qui commencent à remplacer le travail sur les chaînes de production. Et enfin, comme l'a dit Manon, l'industrie 4.0, qui au final est un concept relativement simple lorsqu'on le regarde de plus loin. Il s'agit tout simplement d'intégrer toutes les récentes opportunités offertes par le numérique, par la numérisation, l'Internet des objets, pour une prise de décision la plus intelligente possible, avec l'idée d'apporter une flexibilité à l'outil industriel. Alors attends, si tu peux revenir un tout petit peu en arrière, ça a été un petit peu trop vite. Voilà. Donc là, le schéma, enfin voilà, vous donne une image assez claire de là où on en est, l'industrie 3.0 et de là où on veut aller, l'industrie 4.0 avec tout ce qui est connectivité et l'ensemble des technologies, encore une fois, que Manon vous a mentionné il y a quelques minutes, la robotique, les capteurs intégrés, l'intelligence artificielle, le cloud, la blockchain, on parlera aussi un peu de la blockchain. Slide suivante. L'industrie 4.0 va apporter une réelle aide de façon considérable aux industriels de l'agroalimentaire pour répondre à des challenges qui sont vraiment au cœur de leurs préoccupations. Il y en a 4 gros qui sont mentionnés régulièrement. C'est améliorer la sécurité sanitaire, hein. C'est un problème chaque année, notamment aux États-Unis, qui coûte plus de $1,5 milliard de dollars à l'industrie agro et à la GMS américaine, hein, avec tous les rappels qui sont faits chaque année pour des contaminations ou pour des malfabrications. Ça va leur permettre de mieux gérer les chaînes d'approvisionnement, d'augmenter la rentabilité par une meilleure gestion de la production de l'outil industriel et de répondre rapidement aux demandes changeantes des consommateurs. Donc là aussi, c'est apporter de la flexibilité à l'outil industriel. Dans l'industrie agroalimentaire, ce qu'on a pu recenser avec mon équipe, parmi toutes les technologies présentées par Manon, et qui parfois nous semblent tout droit sortis d'un futur qui paraît très lointain. Et en fait, il y en a 5 que l'on retrouve tout particulièrement en agro aux États-Unis. Il y a l'IoT, donc l'Internet of Things. Je peux prendre l'exemple de Domino's Pizza, que j'imagine que vous connaissez, la chaîne de pizza, qui a été une des toutes premières à adopter l'IoT pour gérer ses process et contrôler la sécurité alimentaire tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. Il y a le robot. Robot, on peut prendre l'exemple de Walmart. Donc, c'est un distributeur, un retailer ici aux États-Unis,
qui travaille avec une entreprise américaine qui s'appelle Alert Innovation sur des robots pour le micro-fulfillment. Micro-fulfillment, pour des gens qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est une stratégie logistique d'approvisionnement où en fait l'entreprise va placer des stocks au plus proche du client final pour vraiment pouvoir délivrer à moindre coût et le plus rapidement possible le produit au client. C'est ce qu'on peut voir notamment avec Amazon aujourd'hui aux États-Unis. Amazon, avec Amazon Prime, vous commandez à 20 h le soir, le lendemain matin, vous l'avez dans votre boîte aux lettres et tout ça gratuitement, sans aucun frais. C'est avec leur gestion, justement, avec le micro-fulfillment qu'ils arrivent à avoir une gestion logistique aussi pertinente et aussi rapide. Ensuite, il y a la blockchain. La blockchain, là, il y a un très gros acteur qui travaille dessus depuis quelques années, c'est IBM, avec une vocation sur tout ce qui est l'agroalimentaire, avec leur blockchain qui s'appelle le Food Trust. Peut-être certains en ont entendu parler. Aux États-Unis, ça marche beaucoup. Ils travaillent avec des très gros groupes, notamment avec Nestlé, et ça permet vraiment aux consommateurs de savoir exactement l'ensemble des produits, l'ensemble des ingrédients d'un produit, de savoir exactement d'où il vient, comment il a été traité. Très rapidement, avec son téléphone, il peut avoir accès à ça. Donc là, c'est IBM qui est en train de mettre ça en place et est en train de connecter vraiment les acteurs de la chaîne de valeur agroalimentaire. Donc ça marche plutôt pas mal. Sur tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning, là, on a différents exemples. Je peux prendre le cas par exemple, de Coca-Cola. Alors Coca-Cola qui, comme vous le savez, a racheté de multiples boissons. Aujourd'hui, ils ont un portefeuille de plus de 200 ou 300 marques. Et aujourd'hui, avant, lorsqu'ils voulaient sortir un nouveau goût, par exemple pour leur Coca, ils utilisaient un panel, tout simplement pour essayer d'aller chercher l'information directement auprès du consommateur, ce qui pouvait être intéressant. Aujourd'hui, ils utilisent l'intelligence artificielle et le machine learning. Tout simplement, ils ont mis avec des partenaires dans le fast-food, ils ont mis des fontaines répartis à travers les États-Unis, où le client, lorsqu'il va au fast-food, on lui donne une cup et tout simplement, il est capable de mettre ce qu'il veut. Il peut mélanger du Coca, du Sprite, enfin ce qu'il veut, faire sa combinaison. Et en fait, ces fontaines à soda sont connectées et remontent ces données à la maison mère, Coca, qui lui est capable d'identifier les tendances et les combinaisons, les millions de combinaisons qui sont faites. Et en fonction de ça, de ressortir ressortir les tendances. C'est comme ça qu'est né le Cherry Sprite, un Sprite avec un goût de cerise. On peut aussi parler de Kellogg's, Kellogg's que vous connaissez tous, qui a lancé un programme, un logiciel qui permet de créer son propre granola, vraiment de personnaliser son granola, hein. Ça s'appelle Bare Naked Custom, qui permet au client de mélanger 50 ingrédients et d'avoir une combinaison qui permet d'avoir un granola. Et derrière, ce logiciel permet de dire déjà un peu le goût que ça va donner et si le client va l'aimer ou pas. Donc voilà. Là derrière aussi, ça permet à l'intelligence artificielle d'aller chercher de l'information directement auprès du client. Et aujourd'hui, en majorité des cas, c'est encore fait par des panels ou par des choses comme ça. Aujourd'hui, on est capable d'avoir une donnée en masse qui va vraiment qui va ressembler vraiment aux tendances de marché, contrairement à un panel qui peut être des fois biaisé. Le dernier point qu'on trouve aussi assez souvent, c'est la réalité augmentée et virtuelle, qui sont deux choses différentes. Mais par exemple, la réalité augmentée, on a pas mal de plateformes marketing qui se développent justement dans les vins spiritueux de grands renoms, qui utilisent des plateformes, par exemple Exemplar, qui a été primé au CES de l'année passée, qui mettent en place une réalité augmentée qui peut permettre de visiter un domaine et de façon à distance, mais via la réalité augmentée, et de mieux comprendre le produit, le terroir, pardon. Et derrière, pour la compagnie, c'est un argument marketing de poids pour communiquer sur son savoir-faire. Donc voilà, c'est les 5 grosses technologies qu'on retrouve en agroalimentaire ici aux États-Unis et même au Canada. Slide suivante.
Alors, Smart Factory, je souhaitais vraiment revenir sur ce concept de Smart Factory. Quand on parle d'industrie 4.0, on parle de l'ensemble de l'industrie, c'est-à-dire les réseaux d'approvisionnement en amont, la distribution en aval jusqu'au client final des fois. Et entre les deux, on a l'outil de production à proprement parler qu'on appelle Smart Factory. Voilà. Alors, si on zoome sur la Smart Factory, qu'est-ce que la Smart Factory? La Smart Factory, c'est une usine ultra connectée et interconnectée qui permet à l'entreprise de suivre et de gérer la production à différentes échelles et dans sa globalité, ce qui lui donne un accès à de la donnée en temps réel et de la donnée de qualité et qui permet derrière une prise de décision plus rapide et pertinente et aussi une traçabilité accrue. Donc là, j'ai mis en avant 4 niveaux, mais il peut y avoir d'autres niveaux, d'autres couches qui viennent s'intercaler. Mais en gros, on a ce qu'on appelle l'individu, donc ça va être, une partie d'un équipement ou un capteur qui va collecter la donnée, qui va permettre à l'entreprise de contrôler la performance de chaque étape de production. Ensuite, on va avoir une couche, une échelle un peu plus grosse qui va être, sur toute la ligne de production, un équipement ou pardon, toute une ligne de production, lorsqu'une entreprise surveille et contrôle la performance d'une ligne de production. Ensuite, l'échelle encore plus haute, ça va être l'unité de production, lorsqu'une entreprise se connecte et surveille la performance de l'ensemble de l'usine. Et ensuite, il va y avoir l'échelle encore au-dessus qui va être l'entièreté de l'entreprise, où l'entreprise va être capable de gérer, de piloter, de surveiller la planification, la performance de l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire de l'ensemble des usines que compose l'entreprise. Et ça aide par exemple à examiner comment les ventes sont corrélées avec ce qui est produit en atelier ou s'assurer que l'entreprise produit par exemple les bons produits à la mode qui sont tendance. Alors cette Smart Factory qui est au final le pilier central de l'industrie 4.0, elle va permettre de façon générale, hein, quelle que soit l'industrie, donc là je zoome je sors de l'industrie vraiment agro, mais de façon générale et pour reprendre ce qu'a dit Manon, la Smart Factory va permettre 5 grandes choses. D'accroître la productivité, hein, en fonctionnant plus efficacement, de réduire les coûts de production. Il y a un processus continu d'automatisation, il y a du lean management, d'optimiser la logistique et la gestion des flux entrants et sortants. Donc là aussi, indirectement, ça permet d'augmenter la productivité et réduire les coûts. De réagir plus rapidement aux besoins des changements, donc apporter de la flexibilité à l'outil industriel, donc d'être capable de très rapidement switcher d'un produit à un autre et d'avoir l'information au plus vite possible. Et il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant et qu'a dit Manon, c'est aussi avec la cobotique, c'est aussi la mise en place de nouvelles façons de travailler, de nouvelles méthodes de travailler avec une montée en compétences des équipes, une formation de nouvelles technologies et derrière une réduction de la pénibilité du travail. C'est sûr. Et la vraie question, c'est, dans laquelle on va répondre bien sûr, c'est comment l'industrie agroalimentaire peut-elle bénéficier de ces changements et on va le voir après sur du cas concret. Slide suivante. Alors, du point de vue d'une entreprise agroalimentaire, les possibilités que présentent ces changements apportés par l'industrie 4.0 sont énormes. De façon générale, on peut distinguer 6 aspects dans lesquels cette révolution va avoir un impact pour l'industrie agro. Un, c'est l'amélioration de la productivité, hein, grâce à une meilleure compréhension des obstacles, des points de blocage et de la façon dont ils peuvent être surmontés. Deux, c'est plus de transparence sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment avec des technologies pardon, comme la blockchain, hein, de la transparence du producteur au consommateur final. Encore une fois, de la flexibilité de l'outil industriel, hein, la remontée de données qui va être traitée en temps réel va permettre de réagir plus vite et de façon plus coordonnée. Simplifier, fluidifier et mieux gérer les chaînes d'approvisionnement, grâce notamment aux technologies de l'informatique et à la robotique. Améliorer l'assurance qualité, ça c'est une grosse problématique en agroalimentaire, comme on l'a vu aux États-Unis. Grâce à l'automatisation et le machine learning, on va être capable de très rapidement détecter des lots qui sont mal produits ou des produits qui sont mal façonnés. Et derrière aussi, tout ce qui est sécurité alimentaire, donc ça se rejoint un petit peu avec, au final, c'est une question aussi qui peut retoucher l'assurance qualité. Avec une meilleure traçabilité sur l'ensemble de la chaîne, on a une vigilance beaucoup plus accrue et beaucoup plus pointue sur la sécurité alimentaire tout au long de la chaîne de production. Slide suivante.
Donc, ces nombreuses nouvelles technologies de l'industrie 4.0 permettent quand même de mieux répondre aux défis de l'industrie et aux évolutions humaines, économiques et sociétales. Si on prend un exemple, les machines intelligentes qui peuvent communiquer entre elles, hein, Internet of Things, IoT, permettent une traçabilité et une transparence complète sur l'ensemble de la chaîne de valeur, hein. Ça renforce la sécurité alimentaire, comme je l'ai dit, et ça aide une entreprise à répondre aux besoins réglementaires de manière plus efficace, hein. Si elle est capable de prouver et de démontrer que sur l'ensemble de la chaîne de valeur, elle a respecté telle norme, telle norme, telle norme, elle est très rapidement, elle va être très rapidement, pardon, capable d'obtenir des autorisations de mise en marché auprès de la FDA, l'USDA, qui sont les instituts qui réglementent la mise en marché, la normalisation des produits agroalimentaires aux États-Unis. Si on prend un autre exemple, par exemple, les machines qui peuvent auto-diagnostiquer un problème avant qu'il n'apparaisse, hein, la maintenance préventive, ça peut permettre de réduire les temps d'arrêt et cette maintenance peut même être prise en charge à distance, ce qui va augmenter drastiquement la capacité de production et qui va aider à répondre aux attentes des consommateurs grâce à un délai de livraison qui va être beaucoup plus rapide puisque les problèmes sont diagnostiqués avant qu'ils n'apparaissent. Donc là, la vraie question, c'est pas de savoir s'il y a un intérêt de transitionner vers l'industrie 4.0 pour les industries agroalimentaires, mais plutôt de savoir comment un acteur agroalimentaire peut-il décider ce qui est pertinent ou pas pour lui. Il y a un intérêt pour l'industrie 4.0, mais quelles sont les technologies qu'il peut mettre en place et qui sont pertinents pour lui servir à augmenter sa productivité, à faciliter la gestion de ses flux, la traçabilité. Là aussi, je voulais prendre 5 minutes dans cette slide enfin 1 minute, pour m'attarder sur le rôle central de la donnée pour l'industrie 4.0. Que ces données soient enregistrées par des capteurs, des automates, des robots, ces données sont centrales puisqu'elles vont ensuite stocker, traiter en temps réel et renvoyer à des robots, à des algorithmes de machine learning, voire des partenaires en amont, en aval de la chaîne. L'important, c'est de comprendre que cette donnée, cette big data, comme on l'appelle, ces données, surtout dans l'industrie agroalimentaire, où ce sont des millions d'unités qui peuvent être produites de yaourts ou de fromage à l'heure. Donc, ça va être des millions de données qui vont être sorties. C'est beaucoup de données, mais ces données, on ne les crée pas, on ne les stocke pas pour le plaisir. Elles sont derrière analysées, traitées, elles sont partagées avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et même au sein d'un acteur entre les différentes parties de production. Et derrière, ça permet vraiment de prendre des décisions les plus rationnelles, économiques et logiques possibles. Donc, la donnée est vraiment centrale dans l'industrie agroalimentaire parce que ce sont des biens de consommation, ce sont des biens qui sont des unités qui sont produites à la pièce, ils sont des millions qui sont d'unités, donc il y a beaucoup de data qui est produite et cette data, elle est vraiment importante. Et cette data joue le rôle central dans l'industrie agroalimentaire 4.0. Sur la slide suivante. Alors, on l'a vu dans la théorie, l'industrie 4.0 permet à une entreprise agro de faire quand même un grand pas en avant en termes d'amélioration de la productivité, hein, de l'amélioration de la protection et la qualité des aliments, de la sécurité alimentaire. Comment cela se transcrit concrètement dans la pratique? Là, on va le voir tout de suite. Donc, dans équipement interconnecté intégré sur l'ensemble du procès. Donc là, j'ai mis des points clés et je vais essayer de vous donner un peu plus de détails. Les machines connectées à d'autres pour fournir des données utiles aux fabricants sont au cœur de l'industrie 4.0. Les équipements des usines clientes peuvent être aussi interconnectés, hein, et les processus sont complètement intégrés à l'intérieur d'un acteur, mais aussi sur l'ensemble de la chaîne, ce qui permet aux machines à différents stades de production, le traitement, le remplissage, la distribution, le packaging, de communiquer entre elles et de se synchroniser. L'information supplémentaire qui est partagée et générée et partagée va permettre de faire des économies d'échelle et d'augmenter la productivité. Deuxième point, c'est utiliser les informations pour optimiser l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Cette plus grande visibilité offerte par l'industrie 4.0 sur l'ensemble de la chaîne et l'intégration permet aux entreprises de mieux suivre toutes les commandes à travers l'ensemble de la supply chain. Elles peuvent du coup communiquer instantanément aux entreprises et aux acteurs de cette supply chain, par exemple leur inventaire, leurs besoins. Et donc, du coup, les délais logistiques sont drastiquement raccourcis. Et in fine, c'est le client qui va avoir son produit plus rapidement.
C'était l'exemple d'Amazon. Traçabilité totale, donc ça, c'est d'autant plus important en agroalimentaire. La visibilité accrue joue un rôle important en aidant à résoudre les problèmes de production. Si on arrive à repérer les zones qui sont problématiques à un stade précoce, ça va permettre aux fabricants de prendre des décisions intelligentes. Et du coup, cette traçabilité qui est intégrée, d'ailleurs, elle est déjà intégrée dans la plupart des entreprises, hein, notamment les grandes, notamment en agroalimentaire aussi, hein. Mais l'industrie 4.0 permet à passer un niveau au-dessus grâce à un accès à beaucoup plus d'informations et de qualité sécurisée, ce qui aide les entreprises, hein, à mieux comprendre l'ensemble de leur usine et à prendre des décisions qui sont plus rationnelles pour la productivité de l'entreprise. 3e point, c'est la réalisation de la maintenance prédictive. Ça, on en a parlé, hein, Manon en a parlé, j'en reparle encore aujourd'hui. C'est un équipement qui va pas seulement parler aux autres équipements dans l'IoT, mais elle va aussi être capable de se parler elle-même et de détecter des débuts d'usure. Du coup, l'opérateur va être capable d'extraire des données de cette machine, les mettre dans le cloud, ce qui va permettre une analyse. Et ensuite, les données vont être utilisées pour créer des algorithmes qui vont permettre de faire des prédictions et des décisions. Du coup, cette maintenance prédictive, cette maintenance prédictive, c'est l'un des principaux avantages de l'industrie 4.0. Tout simplement, et c'est assez simple à réaliser. Si vous connaissez une machine, si vous savez qu'une machine est sur le point de mal fonctionner, vous pouvez planifier le temps d'arrêt pour la maintenance, déplacer la production qui aurait dû être réalisée sur cette ligne ou sur cette machine à une autre qui va être capable d'absorber ce surplus. Et derrière, vous pouvez même prévoir l'expédition de pièces détachées et même l'arrivée d'un technicien. L'idée, c'est vraiment de pouvoir réduire au minimum le temps d'arrêt d'une machine avec la maintenance prédictive. Et ça, c'est vraiment un des enjeux majeurs sur lesquels beaucoup d'industries agroalimentaires investissent dedans. C'est vraiment sur le machine learning et la capacité de prévoir quand une machine a besoin d'une maintenance. Derrière, c'est vraiment de drastiquement réduire les temps d'arrêt. Et enfin, meilleure analyse des données, on revient sur le rôle central des données, hein. En agrégeant des milliards de données, il est possible de mieux comprendre le fonctionnement d'une machine et d'une ligne de production et d'une usine de façon générale, hein, et donc prendre des décisions plus raisonnées et plus économiquement viables. Prochaine slide. Alors, transparence, sécurité et traçabilité dans la chaîne de valeur. Tout le monde, je pense, a déjà entendu parler de la blockchain avec la tête de pont qui est le Bitcoin. Mais la blockchain, c'est plus que ça. La blockchain, c'est l'utilisation de smart contracts qui sont créés à la chaîne pour faciliter et vérifier, exécuter la négociation ou l'exécution d'un contrat. L'idée, c'est d'apporter de la sécurité, de l'efficacité, de la transparence, de la traçabilité, de la flexibilité aussi, pardon, et des coûts réduits puisque on peut enlever l'intermédiaire qui servait des négociateurs ou qui servait à faciliter les transactions, par exemple les banques. On peut les enlever et du coup, la blockchain permet vraiment de réduire les coûts et d'apporter la traçabilité et la transparence pour l'ensemble des acteurs de la chaîne, mais aussi et surtout pour le consommateur qui, lui, est derrière, peut avoir accès à l'ensemble de la chaîne de valeur du produit, du fermier jusqu'à la GMS et l'ensemble de la production. Pour les différents acteurs, ça leur permet d'avoir accès à plus de sécurité sur l'origine des produits. On parle aujourd'hui de plus de 52 milliards chaque année sur la fraude agroalimentaire, hein, sur des produits, notamment sur tout ce qui est l'organique, enfin le biologique. Il y a beaucoup de producteurs ou de middlemen, enfin d'intermédiaires qui jouent sur cette valeur ajoutée qui est que le biologique, qui au final la production n'est pas biologique. Ça coûte 52 milliards chaque année de fraude. Et donc voilà, la blockchain, ça permet de transmettre une information d'une étape à une autre. Cette information, elle est sécurisée, elle est non modifiable.
elle est accessible par tout le monde, et elle est sécurisée. Voilà, donc la technologie de la blockchain, une fois démocratisée, va apporter de nombreux bénéfices, à l'ensemble des acteurs de l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a IBM qui met ça en place avec, des gros acteurs, notamment Nestlé, et un des produits phares, c'était tout ce qui était les produits pour l'alimentation pour bébés, le lait infantile. L'idée, c'était vraiment de partir du fermier qui élevait de façon, sans pesticides et pardon, sans antibiotiques et en plein air leurs vaches, et le lait était biologique, et voilà, de pouvoir remonter la chaîne pour que le client final, sache, que le produit qu'il achète, de chez Nestlé, il est, 100 biologique, qu'il a pas été, trop traité, ou qu'il a pas été trop transformé. Slide suivante. Alors, les algorithmes pour le machine learning, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup, en agroalimentaire. Ce qui rend l'apprentissage automatique, utile, enfin le machine learning, c'est que l'algorithme peut apprendre et adapter ses résultats en fonction de nouvelles informations qu'elle reçoit. Heu et du coup, lorsqu'il est correctement mis en œuvre, le machine learning peut aider les fabricants à résoudre des problèmes complexes et à les prévoir avant qu'ils ne se produisent, ce qui permet d'améliorer l'efficacité de l'opération et la rentabilité. Et là, j'ai mis une problématique, qu'avait rencontrée, enfin, pour avoir discuté avec un producteur agro canadien, heu, sur le sujet. C'est un study case tout simplement. Le producteur canadien avait été préoccupé par les temps d'arrêt, de ses machines en raison de problèmes mécaniques du coup, qui entraînaient, une grande variabilité dans ses besoins d'entretien, et qui le faisait prendre énormément de retard sur sa production. Au final, faisait perdre des commandes, des délais de livraison. Donc il y avait des coûts derrière qui étaient en plus à sa charge. Et donc l'entreprise a mis en place, différents algorithmes pour le machine learning sur, ces problématiques-là, qui étaient la maintenance préventive, la gestion des pièces et des rechanges, gestion des pièces de rechange et du stockage, et du soutien à la production sur site, donc être capable de switcher d'une ligne de production à une autre. Et du coup, les problèmes étaient cernés avant qu'ils ne surviennent. Donc les temps d'arrêt imprévus ont été réduits à quasiment rien, juste au temps nécessaire pour, le changement de pièces et le redémarrage de l'équipement de la ligne. Du coup, le résultat, ça a été une variabilité, la variabilité a été réduite de 60, les niveaux de déchets ont été réduits, les coûts ont été aussi réduits, et du coup, l'efficacité mécanique des machines, sur ligne est passée de 80,7 à 95,7. Donc on était revenus sur des taux normaux, et ça a permis, à l'entreprise d'être plus, compétitif, et de gagner des parts de marché. Slide suivante. Cette slide-là, c'est quelque chose que j'ai pu parcourir, que j'ai vu notamment dans l'industrie, comme je vous l'ai dit, des vins, bières et spiritueux. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi un peu dans l'industrie du cannabis, ici aux États-Unis, une industrie assez nouvelle au final, et qui est, très axée sur les nouvelles technologies. Mais de façon générale, la réalité virtuelle, l'utilisation de la réalité virtuelle va permettre aux ingénieurs, d'utiliser la technologie portable pour résoudre, des problèmes, même s'ils se trouvent à des milliers de kilomètres. Donc c'est des solutions qui sont très, très bien pour tout ce qui est SAV, et par exemple pour le cannabis, une expertise particulière qui est importante, et au lieu de devoir faire le déplacement, notamment avec le covid, où c'était compliqué pour un expert, canadien de la production sous serre de cannabis de venir aux États-Unis, et bien là, avec la réalité virtuelle, il était capable d'être présent sur place et d'aider, l'entreprise à mieux designer, sa production, enfin sa serre, et les technologies associées. Donc ça marche beaucoup, sur les industries comme l'industrie du cannabis. Et puis pour la réalité augmentée, qui est différente de la réalité virtuelle, ça marche aussi pour les vins, bières et spiritueux, comme je vous l'ai dit, pour les grands crus, ou même les grands domaines. Ils utilisent beaucoup maintenant, aussi en réponse au covid, qui a accéléré ce besoin. Ils utilisent la réalité augmentée pour promouvoir, leur domaine, leur savoir-faire, et leur vin, tout simplement, par des visites, en réalité augmentée, de l'ensemble de la production, de la cave, enfin voilà, c'est vraiment un outil marketing qui est quand même, très utilisé.
Et la dernière slide, mais c'était juste pour conclure dessus, hein, c'est vrai que l'industrie agroalimentaire, c'est un secteur qui est plutôt traditionnel, mais qui est quand même très enclin au changement et qui a su, comme l'a dit Manon, prendre, la vague au bon moment. Même si certains sont encore en train de se familiariser, ça on peut le voir surtout sur des industries, comme, comme les produits laitiers, sont encore en train de se familiariser avec la gamme, complète de possibilités qui a été présentée par la 1re vague de numérisation, hein, tout ce qui est les médias sociaux, heu, les smart packaging, donc les packaging connectés avec des QR codes, des choses comme ça. Ils sont encore en train de s'adapter. Il y a l'industrie 4.0, elle va bien au-delà de ça. Et du coup, si la transition est bien planifiée et correctement exécutée, elle permet à une entreprise agroalimentaire de s'assurer, que ces processus serviront, au mieux les tendances changeantes des consommateurs. Et je veux revenir sur ce point-là aussi, c'est que derrière, une usine ne fonctionne, pas sans employés et effectivement la robotique, elle n'a pas que vocation à remplacer les employés. Heu, Derrière, l'industrie 4.0, c'est un avantage, certain pour le travailleur, parce que ça lui permet d'être formé sur ces nouveaux outils, ces nouvelles technologies, hein, basées sur la connectivité et le partage de l'information, avec à terme, encore une fois, une montée en expertise, en compétences, un accès à des emplois du coup plus qualifiés, mieux rémunérés et du coup, c'est la fin pour eux des tâches répétitives et laborieuses. Merci Bastien. J'aimerais juste rebondir et enfin, revenir sur la réalité virtuelle. Je rebondis sur ta réflexion. Là, on vous propose le 30 mars prochain un webinaire où 5 sociétés bretonnes vont témoigner sur les mobilités virtuelles et ce passage obligé, circonstance oblige maintenant pour les entreprises, ce passage obligé à la réalité virtuelle. Vous pouvez toujours vous inscrire à ce webinaire. L'objectif, c'est de vous présenter au travers de 5 témoignages d'entreprises bretonnes, 2 témoignages de sociétés qui utilisent des solutions virtuelles et de 3 autres sociétés bretonnes qui proposent des solutions pour pallier justement à cette distanciation forcée dans l'industrie aujourd'hui et vous proposer des solutions pour vous vendre, pour faire visiter vos sites au travers de solutions numériques. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas avant que l'on clôture ce webinaire. Annie, j'ai réactivé ton micro. Normalement, c'est bon. Attends, j'active le mien et ça marche. Vous m'entendez? Voilà, j'ai une petite question. Est-ce que, moi, j'aurais voulu savoir si vous avez pu faire un petit comparatif entre les pratiques justement de l'industrie connectée entre l'Europe, la France et puis les États-Unis. Est-ce que vous pensez que les États-Unis sont beaucoup plus avancés que la France ou finalement les choses bougent des deux côtés de Heu, l'Atlantique à peu près à la même vitesse? ouais, je pense que les États-Unis sont un peu plus en avance que la France, et de manière générale l'Europe. Heu, En fait, il y a eu un gros problématique de main-d'œuvre, ici aux États-Unis, hein, dans l'industrie agroalimentaire et agricole de façon générale. Ces emplois qui sont mal payés, qui étaient souvent liés à Emploi des saisonnier. sans-papiers, enfin, j'ai pas le bon mot, je cherche le bon mot, mais des gens qui n'étaient pas légaux sur le territoire. L'administration Trump a quand même mis un frein à ça. Il y a une vraie pénurie. Il y avait vraiment un besoin de changement, d'automatisation, de robotisation qui s'est fait crucialement, ressentir. Donc ils ont dû agir vite. Et à côté de ça aussi, le coût du capital est quand même nettement plus facile, enfin, on a accès à de l'argent beaucoup plus facilement aux États-Unis qu'on peut avoir en France. Les banques sont beaucoup plus prêteuses. Donc, implémenter ce genre de technologie, ça peut demander un gros investissement. Et donc c'est vrai que ça a été beaucoup plus ils ont cette flexibilité-là, les entreprises américaines, c'est d'avoir accès à du capital beaucoup plus facilement, et de pouvoir implémenter, beaucoup plus vite, ces nouvelles technologies contrairement, en Europe et en France notamment, où c'est un peu plus compliqué des fois d'aller chercher des financements. Et est-ce Donc oui, que je dirais qu'ils sont un peu plus en avance. ouais, et dans les plans de relance par rapport au Covid, là, il y a des fonds qui sont prévus justement pour cette Oui, modernisation de l'industrie? oui, sur des 2 côtés. Et Canada, États-Unis, il y a eu, le covid a vraiment mis
en exergue l'importance de l'industrie agricole et agroalimentaire, hein, et cette souveraineté qui est un peu dépendante du voisin du Sud, hein, le Mexique et voire l'Amérique du Sud, en fruits frais et même certains produits transformés. Du coup, l'industrie Biden et au Canada aussi, il y a des vrais incentives qui sont mis, des aides pour moderniser, pour agrandir et moderniser cette industrie agroalimentaire pour reprendre la main sur cette souveraineté agroalimentaire qui a été un peu perdue. Bien, merci. Merci pour ta question, Annie. Merci, Bastien. Je vois pas d'autres questions arriver. N'hésitez pas, c'est encore le moment de partager vos expériences aussi, peut-être, hein, à défaut de questions. Peut-être que vous voulez partager votre expérience avec les autres participants. Écoutez, si ce n'est pas le cas, je vous propose de clôturer ce webinaire. Après, je reste à disposition si les questions vous viennent. Oui, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez Oui, pas à me contacter. On reste bien évidemment à votre entière disposition pour aller plus de l'avant et puis creuser un peu plus chacun des sujets qui vous préoccupent en fonction de vos activités respectives. Donc, n'hésitez pas à contacter vos chargés d'affaires à BCI. Je vous ai mis les coordonnées de tout le monde ici par secteur. Et chaque chargé d'affaires pourra aussi se rapprocher de Bastien et de Manon pour approfondir vos questions, vos projets de développement, vos interrogations. Vous avez ici les coordonnées donc, de nos deux intervenants de cet après-midi. Donc, toutes les informations dont vous avez besoin sont dans cette présentation. Et puis, bon, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous post-webinaire. C'est très facile d'organiser une visio, un call, plutôt que d'échanger par mail. Donc, n'hésitez pas, on est à votre entière disposition. Merci beaucoup Manon, merci Bastien pour vos interventions de cet après-midi et puis le partage donc, de votre expertise avec nos entreprises bretonnes. Avant de vous quitter, juste un petit mot, vous allez voir lorsque vous allez partir de ce webinaire, vous allez tomber sur un petit questionnaire de quelques questions. Je vous remercie vivement par avance de prendre 1 minute pour y répondre, c'est vraiment important pour nous, BCI, mais aussi pour nos intervenants d'avoir votre retour, vos appréciations et puis vos suggestions quant à d'éventuelles améliorations que l'on pourrait apporter à nos webinaires ou nos réunions d'information. Donc, merci par avance de prendre une petite minute. Promis, ça ne prend pas plus d'1 minute pour répondre à ce petit questionnaire. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre participation et votre attention cet après-midi. Prenez bien soin de vous. Manon, Bastien, à très bientôt. Merci encore. Avec plaisir. Merci beaucoup. On reste Merci à à tous. votre disposition. À très bientôt. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup.